Bonjour à tous, bonjour à toutes, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base. On vous a posé une question. Assimi Goïta peut-il tenir? Et moi, je vais vous poser une autre question. Ou plutôt, je vais amender cette question, on va dire. C'est tenir face à quoi? Face aux terroristes sur le terrain, face aux pressions extérieures ou face à la guerre médiatique internationale qui s'acharne actuellement à faire croire que le Mali est en train de s'effondrer. Alors que les Maliens, eux, vivent une toute autre réalité. Parce que c'est ça, en fait, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ça. Tout le reste, bon, on peut en discuter. Aujourd'hui, dans Base Décrypte, on va répondre au débat qui a été publié sur la chaîne de Samantha Ramsamy. Samantha Ramsamy, c'est une journaliste française qui a travaillé sur la chaîne RT en français. Et avec le journaliste algérien Abdou Semmar et l'activiste malien Drissa Mementa. Pour commencer, déjà, ce que j'ai observé du débat, c'est que c'était un débat assez respectueux. Et j'aimerais saluer tous les participants en fait, de ce débat, et surtout particulièrement Madame Samantha Ramsamy. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi ce que beaucoup évitent absolument de faire. C'est un débat cadré comme il se faut, dans le respect, donnant la parole aux différentes parties. Les parties, on va dire, qui commentent, et les parties qui vivent sur le terrain. Même si on va voir qu'il y a des points qu'on va revoir. Mais ce débat est très important. Il est très important, pourquoi? Pour justement contrer la guerre médiatique, la guerre des narratifs à laquelle on fait face aujourd'hui. Et c'est très important que la voix des Maliens qui vivent la situation sur place, des Maliens, ou plutôt même que Maliens, non, des Sahéliens qui vivent la situation sur place, puissent venir s'exprimer, puissent avoir une tribune et rétablir la vérité que eux vivent par rapport à ce que les gens décrivent. Donc, je tenais à saluer Madame Ramsamy par rapport à ça, et je tenais aussi à saluer Abdou Semmar, qui est un Algérien. C'est pas facile de venir discuter de ces sujets-là face à un Malien, parce que c'est un sujet qui peut engendrer pas mal d'animosité. Vous le savez tous, vous avez tous vu comment ça se passe, même rien qu'ici, alors que je ne suis pas à ce niveau-là. Donc c'était un débat, on va dire, assez respectueux, avec des bons moments à l'intérieur, et des points de convergence assez réels, on va y revenir, et quelques angles morts qu'il faut absolument éclairer. Et c'est ici que je vais intervenir. C'est sur ces petits angles morts-là, c'est pas un reproche que je fais à aucun des intervenants sur ce débat, bien au contraire. Mais soyez avec moi, on va décrypter ça, sans filtre comme d'habitude, et avec les faits. Comme j'ai dit déjà, il faut rendre hommage à ce débat, il est très important. Et c'est rare en fait de voir deux personnes de deux camps différents sur la guerre au Sahel, un Sahélien on va dire, parce qu'on va dire un Sahélien, et surtout un Algérien venir discuter de ces divergences-là et parler avec autant de respect. Ça finit toujours, ça fait souvent en pugilat en fait. Mais là, ça va, ils ont tenu le cap et ils ont réussi à maintenir le respect. Déjà, dès le départ, on a Drissa Mementa qui indique qu'il faut éviter de parler de djihadistes, parce que ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. On a Abdou Semmar qui reconnaît ce fait. Il dit que non, ce sont des bandits terroristes. Donc déjà, ils ont réussi à converger sur ce point-là. Ils sont mis d'accord. Ensuite, on a, tout au long du débat, on a le frère Drissa Mementa, qu'on salue ici au passage aussi. On a vu, au passage, pour l'Aïd, on a vu ton sacrifice. Pas mal, on a vu le sacrifice, pas mal. Je sais que... Bon bref, pas mal. On a vu, en tant que bozo c'est normal, mais c'est pas grave. Bref, il comprendra si jamais il tombe sur cette vidéo. Ensuite, on a la modératrice, Samantha Ramsamy, qui dans ce débat a maintenu le débat, mais tout en laissant de l'espace en fait aux intervenants, et c'est bien. Et c'est ça qui devrait avoir lieu plus souvent. Maintenant, on va revenir à la problématique, parce que si je fais une vidéo, c'est que, pour répondre à ça, c'est qu'il y a eu une problématique quelque part. La problématique que moi j'ai observée, c'est que même dans ce débat, un débat de bonne qualité, avec des gens de bonne volonté, au premier abord, ou du moins de bonne volonté, de ce qu'il en ressort, on sent quelque chose. On sent une certaine perception du Mali, ou du Sahel plutôt, construite depuis l'extérieur, nourrie par des médias qui ont un agenda, eux qui ont un agenda bien défini, et qui infiltrent même, qui arrivent à même infiltrer, on va dire, les analyses les plus sérieuses. Et c'est ça qui est inquiétant. Et ça revient au débat qui a eu lieu au live de Idrissa Berkane et Bernard Lugan, dans lequel on voit qu'en fait, ils sont pris par les narratifs, on va dire, mainstream. Pourtant, ce sont des gens aguerris au fait que ces médias mainstream ont un penchant pour la propagande. Et même, j'ai vu des gens venir me dire qu'il y a History Legend aussi qui a fait une vidéo et c'est que du mensonge. En fait, il ne faut pas le prendre comme ça. Eux, c'est la vision qu'ils obtiennent. En fait, c'est l'angle de vue par lequel ils obtiennent l'information.
Et cet angle de vue, c'est à nous de le réorienter vers la réalité du terrain. Et c'est pour ça que dans Base Décrypte, on est là pour réorienter la vision vers ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ce que je dis là, c'est comme je vous explique, hein, c'est pas un reproche à Abdou Samar ou à Samantha Ramsamy, pas du tout, loin de là. Parce que en fait, c'est pas de la mauvaise foi. C'est le résultat d'une guerre d'information qui est menée méthodiquement par ces médias mainstream depuis des années. Et quand on dit médias mainstream, il ne faut pas croire, hein, ces médias mainstream, ils ont des sous-branches, qui eux aussi ont des sous-branches, qui eux aussi ont des sous-branches. Et du coup, en fait, c'est toute une mécanique qui est bien huilée, qui fait que peu importe vers où tu t'orientes, tu finis toujours par tomber dans leur narratif à eux. À moins que tu... La seule façon de t'en sortir, c'est de te tourner vers des médias totalement alternatifs ou vers du renseignement que toi-même tu vas aller rechercher. Que ce soit sur le terrain, soit sur des données, on va dire, disponibles en source ouverte. En fait, c'est toi qui vas devoir faire leur travail à leur place. Et ça, c'est quelque chose que les paresseux ne savent pas faire. Et même des personnes, on va dire, aguerries, parfois, tu vas pas te dire, je vais toujours tout aller chercher, tout. Tu vas te reposer aussi sur certains médias. Parfois qui disent la vérité, et parfois qui vont bifurquer. Et c'est comme ça en fait qu'ils fonctionnent. C'est pas les médias mainstream, c'est pas en gros ils disent que du mensonge. Non, ils vont dire sur 10 choses qu'ils vont dire, il y aura 8 vérités et 2 mensonges. Du coup, en fait, ils vont toujours garder leur capital confiance. En fait, l'idée c'est ça. Ils vont mettre des récits réels, que ce soit sur le Sahel ou sur autre chose, pour emmagasiner de la confiance. Et ensuite, ils vont se permettre 1, 2, 3 mensonges qui vont leur faire perdre un certain niveau de confiance. Dans les commentaires, ça va partir en live. Et ensuite, ils vont revenir avec des choses vraies, ils vont remonter leur capital confiance, puis ensuite, en fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils remontent leur capital confiance, ils le réutilisent, ensuite, ils remontent leur capital confiance, ils les réutilisent, et ainsi de suite. Du coup, c'est le résultat d'une guerre informationnelle qui est menée méthodiquement depuis des années, et qui a un effet réel, en fait, sur la façon dont le Sahel, et particulièrement ici le Mali, est perçu à l'international. Donc aujourd'hui, on va décrypter ça. Et je vais vous montrer en fait 4 sources du narratif mensonger aujourd'hui qu'on a concernant le Sahel. Pour chacun des pays, des États du Sahel, c'est à peu près la même chose, c'est juste que il y a certains personnages qui changent. Et je vais vous montrer 3 fausses solutions qui ont été proposées en fait, 3 fausses bonnes idées qui ont été proposées dans cette vidéo concernant la résolution du problème au Sahel et plus particulièrement au Mali. Même si Abdou Samar dit que lui, il n'a pas vraiment la réponse. Il dit que lui, il ne sait pas. C'est bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que voilà, il ne se met pas en avant par rapport à ça. Contrairement à d'autres qui disent que ouais, ils ont des stratégies pour protéger les capitales. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Et je vais vous montrer aussi une réalité que personne ne semble vouloir voir. Donc partagez cette vidéo avant même de la finir, parce que ça va être important. Parce que ce qu'on va dire ici, vous n'allez jamais entendre ça chez RFI. Vous n'allez jamais entendre ça chez France 24, et vous n'allez jamais entendre ça nulle part dans les médias mainstream. C'est pas chez BFM TV que vous allez entendre ça. La première question, qu'il faut se poser, c'est pourquoi, quand un Malien sur le terrain, qui vit la situation au quotidien, dans le réel, qui est sur place, là où il y a eu les attaques, sur place, explique, on va dire assez calmement la situation, avec des arguments, que la situation qu'il vit, lui, la situation que lui il vit, n'est pas celle qui est décrite dans les médias. Pourquoi on ne le croit pas? C'était la même chose qu'on a vu lors de leur soi-disant blocus sur Bamako. Bamako est assiégé, Bamako va tomber d'ici 3 jours, quelques semaines. Et ça fait pchit. Et les Maliens expliquaient ça partout où ils le pouvaient, que c'est faux, que eux sont à Bamako, certes il y a des difficultés d'approvisionnement, mais il n'y a pas de blocus sur leur ville. Pourtant ils sont dedans. Alors, pourquoi les gens ne le croient pas? Même des gens qui sont de bonne volonté, de bonne foi et ainsi de suite. Pourquoi ils ont du mal à croire? En fait, c'est pas de la méchanceté de leur part, c'est le résultat d'un système. Un système qui fonctionne avec 4 sources bien distinctes. Et c'est un système qui fait en sorte de faire passer tous ceux qui essayent, on va dire, de défendre la situation et d'expliquer ce qui se passe sur le terrain comme des défenseurs du gouvernement actuel et qui veulent juste défendre leur pays et qui sont là en fait, ils cachent la réalité. En fait, c'est pas ça. Ou sinon, pire, il y a ceux qui vont dire voilà, ils sont payés, ils sont ceci, ils sont cela. La première source, c'est les grands médias conventionnels. Les grands médias conventionnels, on a RFI, France 24, TV5 Monde, Jeune Afrique, Le Monde, BFM TV, LCI, etc., etc., etc. Déjà, on va prendre RFI et France 24 parce que c'est un cas assez différent. Eux, ils ont un agenda qui est clair. Eux, ils sont rattachés au ministère des Affaires étrangères. Ils reçoivent chaque année plus de 2 millions d'euros pour faire cette propagande au compte du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est tout à fait normal, eux de leur côté. Après, on a tous les autres. Et ces médias, en fait, ils ont un angle éditorial qui ne change jamais, qui ne changera jamais. Leur angle éditorial, c'est lequel? C'est de montrer à tout prix que le Mali se portait mieux lorsque les forces françaises étaient présentes et qu'elles étaient là. Elles étaient là et qu'elles étaient présentes. Et eux, leur idée, c'est de présenter le départ des forces françaises comme une erreur fatale des autorités maliennes.
qu'ils appellent systématiquement de façon péjorative la junte, avec tout le mépris que ce mot véhicule en fait. Et d'ailleurs, on ne dit pas ça au hasard. Macron lui-même l'a dit lors du sommet Afrique-France qui a eu lieu au Kenya. Il a expliqué, il a dit texto, que c'était une mauvaise décision au vu des attaques du 25 avril. Ils leur ont demandé de partir, ce qui n'est pas réel, c'est lui qui a dit qu'il partait, et que les faits ont montré que ce n'était pas la bonne décision. Sauf que voilà, ce que ces médias ne vont pas dire, ou vont dire en murmurant, c'est que la France déjà n'a pas été chassée du Mali. Ça a peut-être été le cas au Burkina. Le Burkina, le président Ibé leur a demandé de partir. Au Niger, la population est sortie, il leur a demandé de partir. Mais au Niger, c'est particulier. C'était bien avant le coup d'État de 2023. Les Nigériens avaient demandé le départ de cette force. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Barkhane quittait le Mali pour venir au Niger. Et déjà qu'ils avaient déjà une certaine force au Niger, qui avait déjà tué, qui avait déjà eu des confrontations avec des manifestants nigériens, et qui aurait tué 3 civils, et l'affaire a été mise sous le tapis. Ou du moins, il y a eu un non-lieu. Et ça, les Nigériens, ils l'avaient déjà sur le cœur, avant même que le coup d'État n'ait lieu. Donc, il faut savoir recentrer le débat. Ensuite, mais voilà, comme je disais, la force française n'a jamais été chassée du Mali. C'est Macron, le 17 février 2022, qui est venu et qui a fait une conférence de presse et qui dit qu'il a décidé, de commun accord avec les forces présentes, notamment la force Takuba, de se retirer du Mali, parce que le Mali ne souhaitait plus combattre le terrorisme. C'est dire, c'est pas les miens. Ensuite, leur deuxième angle d'attaque, c'est de faire croire que les Russes ne sont là que pour de la prédation, ne sont là que pour piller les recherches, pour le pillage des ressources et l'extraction des ressources, et qu'il est inconcevable qu'ils puissent avoir des succès sur le terrain. Donc la règle qu'ils vont utiliser, elle est simple, l'équation elle est simple. Toute attaque terroriste est présentée comme une humiliation des Russes et des FAMA. Toute attaque terroriste, peu importe où que c'est présenté comme une humiliation pour les Russes et une humiliation pour les FAMA. Toute victoire des FAMA et de leurs partenaires est soit ignorée, soit requalifiée en massacre de civils. Est-ce que vous voyez un peu l'image? En gros, c'est pile tu gagnes, enfin pile je gagne, face tu perds. Soit il y a des attaques terroristes et c'est une humiliation pour les Russes et pour les FAMA, soit il y a une victoire des FAMA et de leurs partenaires russes et c'est soit ignoré, soit c'est requalifié comme un massacre de civils. Le troisième angle de ces médias mainstream, ça va être de peindre Bamako, ou le gouvernement de Bamako, comme un régime dictatorial qui muselle l'opposition. Qui empêche les journalistes de parler, qui emprisonne les journalistes, qui empêche l'opposition de s'exprimer, et qui va envoyer des activistes au front. Et ça ressort en fait dans le débat. On dit que voilà, les journalistes n'ont pas la possibilité de parler, tout ça, tout ça. En fait, c'est pas réel. Les journalistes ont la possibilité de parler. Il y a juste des règles d'un pays qui est en guerre. Allez demander lors de la Seconde Guerre mondiale si il était possible pour même un journaliste de venir défendre le point de vue des nazis. Ça n'existe pas. Et c'est pas possible. Et ça peut pas être laissé en fait. Et ce narratif, il est faux du coup. La liberté d'expression, elle existe plus ou moins au Mali. Elle existe. Ce qui n'est pas toléré, c'est l'apologie du terrorisme. Et cette apologie du terrorisme, même habillée dans du journalisme, elle n'est pas tolérée. Et aussi l'irrespect, parce que dans les pays, chacun a sa culture. Manquer de respect ou insulter des dirigeants, chez nous, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Dans certains pays, notamment en Occident, c'est quelque chose qui est possible, via la caricature, les machins, l'humour et tout ça. Dans certaines cultures, c'est pas possible. Et du coup, les gens sont pris par ça. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est par rapport à surtout l'opposition, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les oppositions dans les pays africains, elle regroupe plusieurs choses. Par exemple, un journaliste peut très bien être un opposant caché. Et ça existe aussi. Il faut savoir le dire et le dénoncer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces oppositions, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? En fait, eux, leur but, c'est de la déstabilisation. Ils tentent par tous les moyens de déstabiliser les institutions. Parce qu'ils ont perdu leurs privilèges. Et de ce fait, ils sont prêts à beaucoup de choses. Et dès lors que tu vas essayer de contrer leur déstabilisation, ils vont crier à la liberté d'expression, à ceci, à cela. Et là où ça fait le plus de bruit, c'est la dissolution des partis politiques. De un, la dissolution des partis politiques, elle a été demandée par le peuple malien. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Depuis les assises de la refondation en 2021, ça a été demandé par le peuple malien. Ensuite, durant les différentes assises qui ont eu lieu, ça a été demandé par le peuple malien. Deuxièmement, ça n'a pas été fait au hasard. Il a été demandé de réduire le nombre de partis politiques au Mali. Encore une fois, lors des assises nationales, de réduire le nombre des partis politiques au Mali. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de partis politiques il y avait au Mali? Au Mali, il y avait 300 et quelques partis politiques. Dans quel pays on a 300 et quelques partis politiques? C'est pas logique. Bref, ensuite, le problème qui s'est posé, c'est comment on fait pour réduire? Quel parti on retire, quel parti on garde? On ne peut pas.
si on suit une logique de justice, on ne peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été décidé de supprimer tous les partis politiques en attendant de pouvoir redéfinir de nouvelles règles de création de partis politiques pour les réduire en nombre. Parce que 300, c'est beaucoup trop. Ensuite, eux, ils appellent ça le fait de museler l'opposition. Mais ce n'est pas le cas. C'est une restructuration de l'État, c'est une refondation de l'État, et qui a été demandée par les populations. Et ensuite, ils ont donné tout un tas d'arguments, disant que c'était pas conforme à la Constitution, ainsi de suite, bidule, bidule. On a démontré que c'était faux. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur ce sujet. Ce qui n'est pas toléré non plus, en fait, c'est la diffusion de fausses informations. Et ça, c'est partout pareil. La diffusion de fausses informations, elle est traquée partout, même en Occident. Et surtout dans un pays en guerre. Du coup, c'est deux choses qui sont très différentes. Et il faudrait que certains commencent à arrêter de les confondre. Ça, c'est pour la première source du narratif mensonger. Ensuite, on a une deuxième source du mensonge. Cette deuxième source, c'est les faux correspondants. On a des gens comme Wassim Naz, Jack Daniel de France 24. Et d'ailleurs, Wassim qui a lui-même reconnu entretenir des relations, on ne sait pas trop directes ou indirectes, avec les terreaux du Jnin. Il reçoit des informations des terreaux du Jnin. Donc quelque part, ils ont son numéro. Bref. Et plusieurs fois, il a interviewé des chefs terroristes. Il a interviewé Abu Ubaida d'Aqmi et il a interviewé Amadou Koufa aussi, de la Katiba Massina. Et d'ailleurs, France 24 a été auditionné à ce sujet lors d'une commission d'enquête au Sénat français. Donc, base, il n'invente rien ici. Et ensuite, on a, comme j'ai dit, on a Serge Daniel, alias Jack Daniel, dont les informations sur le Sahel méritent d'être passées sous plusieurs filtres de la réalité de façon systématique. Parce que, en fait, la majorité des choses qu'il dit ne sont pas réelles. Il a des informations, certes, mais ce qu'il dit n'est pas réel. Et d'ailleurs, correspondant. Un correspondant, normalement, il est sur place. Au minimum, même s'il n'est pas sur le lieu de combat exact, mais il se trouve dans le pays. Aucun de ces deux correspondants ne se trouve dans le Sahel. Et il n'y a aucun correspondant de ces médias qui se trouve dans le Sahel. Aucun. Absolument aucun. Vu qu'ils ont été interdits. Et vous allez me dire, ouais, mais vous interdisez des journalistes et tout ça, machin et tout. L'Europe n'a pas interdit RT, tous les médias russes dans toute l'Europe. Donc, on ne peut pas venir nous reprocher ça. Pourquoi ils ont interdit? Parce qu'ils disent qu'ils défendaient le point de vue de la Russie par rapport à la guerre en Ukraine, et qu'ils faisaient la propagande du Kremlin. C'est exactement ce qu'ils font au Sahel. Et à chaque fois qu'ils ont été chassés, ils n'ont pas été chassés d'un coup. Chacun a fait des bêtises, a été repris, puis ensuite a été sanctionné temporairement, et ils ont continué leurs bêtises, puis ensuite ils ont été interdits. C'est simple. Tu viens dans un pays, tu respectes les règles. C'est simple. Et ces gens-là, en fait, ce n'est pas des correspondants neutres. En fait, c'est des relais d'une vision qui a été déjà construite. La troisième source, c'est ce que moi j'appelle les apatrides. Les apatrides, ou les exilés. C'est des personnes, souvent des anciens acteurs politiques ou économiques au sein du Sahel, qui ont fui le pays. Retenez bien, qui ont fui le pays. Soit parce qu'ils ont des procédures judiciaires qui les attendent sur place, que ce soit pour détournement de fonds, soit parce qu'ils ont comploté contre l'État, soit parce qu'ils ont perdu leurs privilèges avec la fin des anciens régimes et tout ça. Donc, ils ont un peu cette haine. Et pour eux, le seul chemin de retour pour éviter toutes ces procédures, tous ces procès et tout ça, et pour eux pouvoir revenir au Mali, parce qu'ils ne peuvent plus. Tant que cette équipe est en place, ils ne peuvent plus revenir. Le seul chemin de retour pour eux, c'est la chute du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire sur les plateaux lorsqu'ils vont venir? Ils vont dérouler un narratif totalement mensonger, que eux-mêmes reçoivent en fait. Que eux-mêmes reçoivent. On ne va pas dire de qui, mais ils savent que eux-mêmes reçoivent de certains services étrangers. Ils vont amplifier les fausses informations aussi sur les réseaux. Ils vont utiliser des faux comptes sur les réseaux sociaux, et parfois, ils vont même aller jusqu'à faire alliance avec les terroristes eux-mêmes. On a le cas de Etienne Fakaba, on a le cas de Oumar Malko, on a le cas de tout un tas de personnes qui sont rentrées en connivence avec ces terroristes. On a le cas de l'imam Diko. Le but, c'est quoi? Ils espèrent pouvoir récupérer leur place le jour du changement. Ne vous inquiétez pas pour eux, on va leur consacrer une série spéciale rien que pour eux. Et ça va arriver très bientôt. La quatrième source de du récit mensonger, c'est, on va dire, les dogmatiques incohérents. Ce que j'ai appelé les dogmatiques incohérents. Ceux qui ont appris par cœur, on va dire, les principes. Certains principes, à savoir la démocratie, le pouvoir, c'est pour les civils, les coups d'État sont des crimes imprescriptibles, la séparation des pouvoirs, le pouvoir pour le peuple, le pouvoir par le peuple, pour le peuple et par le peuple, je sais plus quoi. Tout ça, c'est des principes nobles dans la théorie. Il n'y a pas de problème là-dessus, la liberté d'expression, le multipartisme, tout ça. À la base, c'est des principes qu'on peut considérer comme nobles. Il n'y a pas de problème. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais voilà ce qu'eux vont oublier commodément. Ce qu'ils appellent la démocratie au Mali,
ce qu'ils appellent la démocratie, elle est arrivée au Mali en 1991. Et d'ailleurs, ça c'est faux. Ce que je viens de dire là, c'est faux. Dire que la démocratie, pour eux, c'est ça, hein, la démocratie elle est arrivée au Mali en 1991. Dire que la démocratie est arrivée au Mali en 1991, c'est faux. Ces gens, et je vais vous le prouver en une phrase, ou plutôt en une question, demandez à ces gens-là, tous ceux qui vous disent que c'est en 1991 qu'il y a eu l'avènement de la démocratie, demandez-leur tout simplement, à leur avis, est-ce que le président Modibo Keïta était un dictateur? C'est simple. S'ils arrivent à répondre à ça, vous pouvez continuer la discussion. Mais surtout, c'est pas ça. Ils disent que la démocratie est arrivée en 91, et que les coups d'État, c'est interdit, c'est un crime imprescriptible, tout ceci, tout cela. Et que les militaires devraient rester dans les casernes, ils ont un culot de ouf. Les militaires devraient rester dans les casernes, et c'est aux politiques de gérer l'État. Est-ce que ces gens savent que ce qu'ils appellent la démocratie de 91, elle est née d'un coup d'État? C'est un coup d'État qui a permis d'apporter ces revendications qu'ils disent. C'est grâce à un coup d'État. Il a fallu faire un coup d'État au président Moussa Traoré pour pouvoir amener ça. Donc, on fait face à une première contradiction. Une autre contradiction, c'est que tous ces gens-là, tu leur poses une autre question. Tu leur dis, que pensez-vous de Thomas Sankara? Ils vont tous vous dire, c'est un grand homme, il a fait de grandes choses pour le Burkina, c'est un modèle, c'est notre idole, c'est notre guide, c'est notre ceci. Sauf que Thomas Sankara, il est arrivé par coup d'État. Personne n'a voté pour Thomas Sankara. Thomas Sankara, il est arrivé à la tête du Burkina Faso suite à un coup d'État du 4 août 1984, si je ne me trompe pas. Ou juillet, je ne sais plus. Bref. Mais, encore mieux, au-delà de tout ça, c'est ces mêmes personnes, en fait, qui ont soutenu et provoqué le coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré en 2012. Et ce sont eux qui ont lancé la désobéissance civile et les grandes manifestations qui ont conduit à l'arrivée d'Assimi Goïta. C'est eux qui ont provoqué tout ça. C'est eux qui ont demandé la démission du président Ibeka. C'est eux qui ont dit que le président Ibeka devait être limogé. Et aujourd'hui, encore pire, ils sont prêts à soutenir un nouveau coup d'État pour renverser ce gouvernement en place. Et ils en ont soutenu déjà plusieurs, et toutes leurs tentatives ont échoué jusqu'ici, et continueront d'échouer. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas important. Ces 4 groupes que je viens de vous citer, ou plutôt ces 3 derniers groupes, parce que le premier, c'est celui qui a la plus grande force de frappe, les 3 groupes qui ont suivi le premier groupe, qui est les médias mainstream, et les 3 groupes qui ont suivi ensuite, ils ont un accès libre à tous les plateaux des médias mainstream, et toutes les tribunes de ces médias mainstream, tous les plateaux de TV des chaînes d'information en Occident. Et leur version, leur fausse version, elle va toujours être fausse, partielle et intéressée. Et cette version-là, elle va circuler sans aucune contradiction. C'est pour ça que même un débat de bonne qualité comme celui organisé par Samantha Ramsamy peut être coloré par ces narratifs. Et sans même que les intervenants, en fait, ne s'en rendent compte. Hein. C'est juste qu'ils ont consommé de cette information, et obligatoirement, dans leur analyse, dans leur synthèse, va ressortir des informations de ce qu'ils ont consommé auparavant. C'est pas de la mauvaise foi, c'est de la saturation informationnelle. Et je vais vous montrer quelque chose. La preuve réelle et concrète que les Maliens eux-mêmes vivent autre chose sur le terrain que ce qu'on essaye de nous faire croire. Que on serait face à une dictature qui enferme tout le monde et que le peuple n'est pas d'accord mais qu'il se tait parce qu'il ne peut pas le dire, sinon il va se retrouver en prison ou au front. C'est pas vrai. Vous savez pourquoi c'est pas vrai? Je vais vous le montrer encore. Vous savez que dans Base Décrypte, on montre toujours les chiffres. Et bien je vais encore une fois vous le prouver. Et là, on va faire appel à un sondage que je vous ai déjà montré ici. C'est une enquête indépendante qui a été réalisée en 2025. C'est le sondage Malimètre. Et qui a été réalisé par la fondation Friedmerch, qui est une fondation allemande. Rien à voir avec le Malien, c'est des Allemands. Ils ont mené une enquête indépendante réalisée sur plus de 2220 personnes, à travers tout le pays. Et le résultat, il est sans appel. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais vous retrouver ça. Regardez. Donc, ça, c'est le sondage de la fondation Friedmerch, allemande, fondation allemande. Sondage réalisé en 2025. Je vous l'ai déjà montré ici. Concernant la situation générale du pays, 2 tiers des Maliens, 68,7%, estiment que la situation générale du pays s'est améliorée au cours des 12 derniers mois. Ça a été réalisé en 2025. Ça a été réalisé en 2025. Donc, au cours des 12 derniers mois. Et pour 18,2% des personnes enquêtées, la situation générale du pays, elle n'a pas vraiment évolué. Donc, là, déjà, on est à près de 80%, 81,8% qui disent que la situation s'est soit améliorée, soit elle n'a pas bougé.
concernant la situation générale du pays par région. On est toujours au-dessus de la majorité des gens qui considèrent que ça s'est amélioré ou que ça reste au même niveau. On est toujours aux alentours de 70%. C'est le rouge et le rose ici. Ensuite, par niveau d'instruction. Pareil, c'est la même chose. Ils sont allés dans les détails, hein. Ceux qui ont étudié le plus, le moins et tout ça. C'est à peu près la même chose. Ensuite, on a encore d'autres choses. La source principale d'information, mais ça on l'a déjà vu. On a ici la satisfaction de la gestion de la transition. On a encore une fois 57% des gens qui sont très satisfaits. Très satisfaits. 33,6% des gens qui sont plutôt satisfaits. Donc c'est des gens qui sont satisfaits. 57 plus 33, ça nous donne 90%. Ici on est à 90,7% des Maliens qui sont plus ou moins satisfaits de la gestion de la transition. Et encore une fois, on a le descriptif par région. Ça, c'est par rapport au changement de la composition du gouvernement et les priorités de la transition. C'est pas très important. La confiance en les acteurs de la transition, maintenant. On a 72% des Maliens qui disent faire confiance au président de la transition. 2,6 qui disent faire confiance au gouvernement de la transition. 0,8 au Conseil national de transition, qui est le CNT. Et 21% qui disent qu'ils ont le même niveau de confiance en eux tous. Et 2,9% qui disent qu'ils n'ont confiance en aucun d'eux. Donc, on va reprendre. Et il faut savoir une chose, que les 2,6% qui disent avoir confiance au gouvernement de la transition, ils font partie d'ici en fait. Ceux qui ont confiance au président, généralement ont aussi confiance en tout ça là. Mais ce qui est important, c'est ces deux chiffres. Ceux qui ont confiance au président de la transition et ceux qui ont la même confiance en eux tous. On va juste prendre ceux qui ont confiance au président de la transition. Pourquoi? Parce que ceux qui ont aussi confiance en eux tous ont aussi confiance au président de la transition. Donc ils vont se retrouver ici. Tous ceux qui sont là vont aussi se retrouver ici en fait. Donc on a 72% des Maliens qui disent faire confiance au gouvernement, enfin, à la gouvernance du président de la transition, du président du Mali. Et on a la confiance aux acteurs de la transition par région. À Kay, c'est 87% pour le président. À Koulikoro, c'est 79%. À Sikasso, c'est 86%. À Ségou, c'est 51%. À Mopti, c'est 43%. À Tombouctou, c'est 61%. À Gao, c'est 40%. Plus ici, 5%. À Kidal, c'est 56%. Je répète, à Kidal, c'est 56%. À Ménaka, c'est 65%. À Taoudéni, c'est 90%. Et à Bamako, c'est 83%. Donc les gens ont plus confiance au président de la République du Mali, à Taouteni, tout au nord, vers la frontière algérienne, qu'à Bamako. Donc, venir dépeindre le Mali comme une dictature ou autre, c'est pas vrai. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Et on a, pareil, ceux qui disent faire confiance en la transition dans sa globalité, niveau de confiance en la transition pour conduire le pays vers une démocratie plus stable et un renforcement de la bonne gouvernance. Ici, la question c'était à quel point êtes-vous confiant que la transition conduira le pays vers une démocratie plus stable et un renforcement de la bonne gouvernance. Ici, 48% se disent beaucoup confiants, 28% se disent assez confiants. 48 plus 28, je vous laisse faire le calcul, ça fait 76,8%. 12,7 se disent peu confiants, 8,7 se disent pas du tout confiants, et 1,8 ne se sont pas prononcés. Après, on a la confiance par région, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu la situation réelle au Mali, contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire. Contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire. Donc, et je vais poser une question simple. Qui ment, ici, entre les Maliens, qui vivent au Mali, et qui ont répondu à tous ces sondages, et qui expliquent leur situation à eux, et les médias qui les observent depuis Paris, Londres, Washington, et ainsi de suite. Qui dit la vérité et qui ment? Donc ça, c'était la première partie. Elle a pris un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. On va passer maintenant à la deuxième partie du débat, qui consiste à la capacité militaire. Et je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo précédente sur le reportage d'Arte. C'est exactement la même chose. Dans le débat, Abdou Semar va nous dire, il va affirmer que 30 à 40% du territoire seulement, du territoire malien, est sécurisé et est sous le contrôle de l'État. Que le bilan militaire depuis 2020, il n'est pas du tout enthousiaste. Alors, ici, Dessin Mementa lui répond, il n'y a pas de souci, et il lui apporte la contradiction. Mais permettez-moi de poser le bon cadre de comparaison, parce que c'est important, il faut poser le bon cadre de comparaison. Le gouvernement de transition, à sa tête, Assimi Goïta, ils sont arrivés à la tête du pays en 2021, en mai 2021. Il ne faut pas confondre avec leur première arrivée le 18 août 2020. Le 18 août 2020,
Ibeka est tombé par ces officiers qui étaient colonels à l'époque. Mais la CEDEAO va faire pression et ils vont mettre un civil à la tête de l'État, Bandao. Et un premier ministre civil qui est Mourtalwane. Il va y avoir des désaccords et en 2021, le mai 2021, Assimi Goïta prend la tête de l'État. Ça, c'est pour le contexte, on va dire, global. Maintenant, ce qu'il faut savoir, en 2012, cette même coalition de terroristes séparatistes, c'était la même chose. C'était AQMI et le MNLA à l'époque. Ils ont pris plus de 70% du territoire malien en 3 jours. D'accord? Ils avaient pris à l'époque la région de Kidal, la région de Gao, la région de Tombouctou et Ménaka. Ils sont arrivés jusqu'à Kona. C'était le même type d'attaque, avec beaucoup moins de personnes. À l'époque, on parlait de 200 pick-up. Et soi-disant, en gros, ils allaient déferler sur Bamako, ce qui n'était pas vrai du tout. Eux-mêmes l'ont avoué récemment. Et ces villes que je viens de citer, là, ces régions que je viens de citer, ils étaient tenus par cette même coalition terroriste et rebelle pendant près de 8 mois. 8 mois entiers. Il a dit ça, mais maintenant, ça, il le rappelle dans le débat. Maintenant, en 2026, cette même coalition, renforcée avec plus de partenaires, renforcée par des mercenaires étrangers venus des 4 coins du monde, financée par des acteurs étatiques beaucoup plus nombreux et beaucoup plus enclins à financer, coûte que coûte, cette entreprise. Mieux équipée, avec des mercenaires, comme j'ai dit, venant d'Europe de l'Ouest, les Ukrainiens et bien d'autres. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas que des Ukrainiens de l'Europe de l'Est. On sait ce qui s'est trouvé là-bas. Épaulés par des puissances étrangères dans l'ombre et épaulés par des puissances régionales aussi dans l'ombre. Ou plutôt des voisins régionaux dans l'ombre. Et le résultat, ils ont réussi cette fois-ci à prendre 2 villes, qui leur ont été cédées d'ailleurs. Kidal et Tessalit. 2 villes à l'intérieur d'une même région, sur 19 régions. Boulem, l'armée a repris le dessus. Sévaré, l'armée a pris le dessus. Gao, l'armée a pris le dessus. À Goulmararous, l'armée a pris le dessus. À Labezanga, l'armée a pris le dessus. À Ber, l'armée a pris le dessus. À Sévaré, l'armée a pris le dessus. Sur l'axe Kolokani, sur la forêt du Baoulé, sur la forêt de Fana, partout où les terroristes ont tenté de s'installer, l'armée les a traqués et les a repoussés. Alors pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de ça? Et concernant, on va y revenir sur les 30% et machin tout ça. Déjà en même temps, le dit lui-même en fait dans le débat, il l'a rappelé. Quand l'armée passe 1 mois, 2 mois, 3 mois à détruire des positions terroristes, personne ne couvre ces actions. Mais quand les terroristes surgissent de la forêt pour tirer sur un bus, là toutes les caméras sont présentes. Et c'est ce double standard, c'est ce double standard qui est le cœur de la guerre médiatique. Et tant qu'on est là en fait, tant qu'on est là, réglons une bonne fois pour toutes ce même mensonge qui circule en boucle et que vous avez peut-être entendu et qui a été prononcé aussi durant ce débat, qui est cette phrase. Et la source de ce mensonge est RFI. C'est RFI qui diffuse dans son podcast Géopolitique du 2 mai 2026, et là je vais citer, la junte ne contrôle qu'à peine 30% du territoire. Toute cette information-là, tout ça là, tous ceux qui disent que le Mali ne contrôle que 30% de son territoire, la source originelle de cette information, c'est ce podcast géopolitique du 2 mai 2026 de RFI. Ensuite, tu as LCI, Le Parisien et d'autres qui vont reprendre cette information en boucle, comme si c'était un fait établi. Sauf que c'est une parole qui ne repose sur absolument aucune... qui repose sur rien. C'est juste faux. Et c'est une affirmation qui révèle quelque chose d'important quand même. Sur la méthode de ces médias. D'abord, on va faire une précision de base, que tout le monde semble oublier ici. Au nord du pays, au nord du Mali, dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou, on ne parle pas d'une guerre de territoire classique, où tu contrôles ceci, je contrôle ce territoire, je récupère telle ville, c'est pas comme ça. C'est pas ça. On parle de terrorisme. C'est pas comme si une armée ennemie tenait des lignes de front et administrait des zones. En fait, c'est pas ça qui est en... La lutte, elle se fait pas par rapport à ça. Les terroristes, ils contrôlent pas un territoire. Ce qu'ils font, c'est du harcèlement. Ils utilisent du harcèlement. Ils vont sortir des forêts, tirer sur des bus, poser des mines, et ensuite ils disparaissent. C'est pas la même chose qu'administrer une région. Et en fait, le but final recherché, c'est même pas ça. Et l'État malien et son administration sont présentes sur l'intégralité du territoire malien. Toutes les préfectures fonctionnent, toutes les régions sont administrées. La seule exception depuis le 25 avril, c'est la ville de Kidal et la ville de Tessalit. 2 villes, pas 30% d'un pays. Mais surtout, voilà ce que ces médias omettent soigneusement de rappeler. C'est que quand la force Serval arrive au Mali en 2013, la menace terroriste, elle est confinée au nord du pays.
quand Barkhane, Takuba et la MINUSMA quittent le Mali, les 2 tiers du pays sont sous attaque terroriste. Le village de Farabougou, à cette époque, il est sous embargo depuis des mois. Et il a été libéré par cette équipe. À cette époque, les FAMA reculent sur tous les fronts. Et à Kidal, en présence des forces Serval, enfin à l'époque c'était Barkhane, et de la MINUSMA, les groupes armés fêtaient chaque année leur indépendance le 6 avril. Et c'est pas ça le plus grave, c'est que cette cérémonie, elle était sécurisée par la MINUSMA elle-même. Et aussi les membres de la force Barkhane étaient souvent invités à cette célébration. Sous les yeux de tous. Ça, c'est une humiliation que les Maliens ont vécue pendant des années. Et ça, c'était une humiliation qui était organisée en direct sur le territoire malien. Des gens qui, non pas qui proclament leur indépendance, mais qui fêtent leur indépendance sur notre territoire. Ça, c'est le bilan de 10 ans de présence française et onusienne au Mali. Et en novembre 2023, sans la France, sans la MINUSMA, avec les FAMA et leurs partenaires, le Mali reprend Kidal. Après plus de 8 ans. Et quand je dis reprend Kidal, je ne parle pas de la ville de Kidal, je parle de la région de Kidal, incluant Kidal, Aguelhok, Tessalit, Anefis, Inafrak, Abébara, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, même si maintenant la région d'Abébara est dans la région de Menaka. L'administration revient dans toute cette région. Les populations aussi reviennent. Et plus personne ne fête son indépendance à l'intérieur du Mali. En novembre 2023. Alors quand on vous dit que la transition ne contrôle que 30% du territoire, qu'il n'y a que 30% du territoire qui est sécurisé, demandez-leur juste cette question par rapport à quoi? Et ça sort d'où? Est-ce que c'est 30% par rapport à la période Barkhane où les terroristes contrôlaient les 2 tiers du pays, par rapport à la période où Kidal célébrait son indépendance sous protection de la MINUSMA, ou c'est par rapport à quoi? Aujourd'hui, tout le monde sait que la tendance elle a totalement changé en faveur de l'État depuis le départ des forces. Il faut savoir que la MINUSMA, c'était plus de 15 000 hommes. La force Barkhane, c'était plus de 5 000 hommes. Tous étaient présents au Sahel, tous. Et ça, vous l'entendrez jamais sur RFI, sur France 24, TV5 Monde et tout ça. Et concernant le 25 avril, c'était pas une attaque pour reprendre des villes, pour reprendre une ville, ou 2 villes. C'était un coup d'État organisé à grande échelle. L'objectif, c'était de décapiter les autorités, le président, le gouvernement, l'état-major, et de faire s'effondrer l'État malien en quelques heures. Ce plan est totalement échoué. Ils le savent et on le sait. D'ailleurs, on a des témoignages. Le général Sadio Camara, lui, est tombé en tant que martyr, en tant que héros. La nation l'a pleuré, il n'y a pas de problème. Mais le pays a tenu. Et c'est ça qu'on présente comme l'humiliation suprême de la transition et l'humiliation des Russes. Parce qu'on s'est retiré de Kidal. En fait, c'est là, en réalité, c'est l'échec d'un putsch militaro-terroriste de grande ampleur. Et ça, c'est une victoire. Une victoire douloureuse qui a été obtenue au prix du sang, certes, mais une victoire. Et tant qu'on parle de Kidal, je veux qu'on soit précis, en fait, dans ce qu'on dit, parce que la narration de dire que c'est l'humiliation russe à Kidal, elle est construite sur un autre angle mort aussi qui est volontaire. Kidal, de 2012 à 2023, comme je l'ai expliqué, était aux mains des terroristes. Pendant toute la présence française, Serval, Barkhane, et pendant toute la présence de la MINUSMA, Kidal n'était pas sous le contrôle malien. L'État malien en était absent. D'ailleurs, pour qu'un politicien puisse aller, un membre du gouvernement puisse aller à Kidal, il fallait payer des sommes astronomiques à ces gens-là, pour ne serait-ce qu'aller fouler les pieds à Kidal. Et c'est ces politiciens dits démocratiques qui ont laissé Kidal aux mains des terroristes. Et l'arrivée de Serval, puis de Barkhane et de la MINUSMA n'a pas changé cet état de fait. Pire, on a vu des soldats maliens bloqués à Anefis, aux portes de Kidal, à qui on a empêché d'avancer sur Kidal. Et c'est en novembre 2023, encore une fois, sans la France, sans la MINUSMA, que le Mali reprend Kidal. Et ça, c'est une victoire qui était historique. Et ce qui va se passer à Kidal sera d'autant plus historique. Mais c'est une victoire que certains journalistes refusent de mentionner, ou qui ont à peine mentionné. Alors si aujourd'hui un retrait stratégique de la ville de Kidal a dû avoir lieu, on ne peut pas appeler ça une humiliation. C'est peut-être un revers. C'est peut-être un revers. On aurait voulu rester dans Kidal. On aurait voulu garder la position. Mais la question réelle à se poser, c'est à quel prix? Avec quel effectif? Et dans quelle configuration tactique? Et quelle est quelle est la stratégie la plus avantageuse pour nous entre rester et accepter de se retirer? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et surtout, quel est l'objectif, quel est le but final recherché de tout ça? Et c'est ça que personne ne vous dit. Aujourd'hui, Kidal, certes, c'est les terroristes qui sont à l'intérieur, mais Kidal est sous contrôle aérien des FAMA et de leurs partenaires. Des frappes sont menées quotidiennement sur les positions terroristes. Et les terroristes eux-mêmes demandent l'ouverture d'un couloir pour pouvoir se retirer de la ville. Ce couloir leur a été refusé. Ça, c'est la réalité de Kidal en 2026.
pas l'humiliation scénarisée qu'on tente de nous faire croire, et pas non plus l'effondrement qu'on essaye de nous faire avaler non plus. Un retrait tactique, certes, une pression aérienne continue sur les terroristes, et les terroristes qui cherchent à fuir la ville aujourd'hui. Et là, on va passer à la troisième partie. Très importante aussi, c'est les fausses bonnes idées, ou les fausses solutions proposées. On a Abou Semar qui appelle à une solution régionale et africaine pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Et il va inviter à un dialogue avec l'Algérie, ça, il n'y a pas de problème. Moi, les gens pensent que je suis contre ça. Pas du tout. Le dialogue avec l'Algérie, il va se faire. Il va se faire. Il faut juste que l'Algérie accepte une chose. C'est le respect mutuel. À partir de là, le dialogue il va se faire. Et il suggère une approche plus globale qui va impliquer des acteurs internationaux. Je comprends la logique. Je comprends l'idée. Et je respecte la sincérité de l'intention. Mais ici, en fait, on va laisser l'histoire parler. On va parler de la solution régionale et africaine d'abord. Il faut savoir qu'elle a déjà été essayée. La solution régionale et africaine, elle a déjà été essayée. En 2013, avant l'arrivée de la MINUSMA, c'était la MISMA, la Mission internationale de soutien au Mali. Ils ont envoyé une force africaine. À la tête de cette force, on avait les militaires tchadiens. Cette force, elle est restée quelques mois, en fait. Au Mali, elle a été très rapidement remplacée par la MINUSMA, à la demande de la France aux Nations Unies. Et pourquoi ? Pourquoi ils ont remplacé cette force africaine par la MINUSMA ? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que la MISMA n'avait pas les moyens financiers pour continuer sa mission. Et elle cherchait des financements partout, ils leur ont dit, bon, si vous n'êtes pas capable, hop, on va amener ça aux Nations Unies, et ils vont amener, eux, ils pourront la financer. Ensuite, on a eu le G5 Sahel. Le G5 Sahel, pour les 5 géants du Sahel, c'était la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Le G5 Sahel. Avec le 6e géant qui était la France qui pilotait tout ça. Et c'est elle qui allait chercher des financements ici, par-ci, par-là. Ce mécanisme régional de G5 Sahel, il n'a jamais connu le moindre succès opérationnel sur le terrain. Et lui aussi a souffert de problèmes de financement chroniques. Parce que certains allaient faire les coxers pour aller récupérer des sous et des financements dans certains pays du Golfe et les garder pour lui. Il a été dissous en 2022 suite à la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso de cette organisation fallacieuse. Voilà le bilan concret de la solution régionale africaine. Maintenant, la solution internationale, on va venir à la solution internationale. Elle a déjà aussi eu lieu. C'est la MINUSMA. La MINUSMA, c'est quoi concrètement? C'est 11 676 militaires, 1588 policiers, 1792 civils, plus de 15 000 personnes déployées sur le territoire malien. Et personne, à l'époque, n'a parlé de présence étrangère problématique. Je m'en souviens, personne n'a parlé de présence étrangère problématique. Aujourd'hui, tout ce beau monde est parti. Seuls les Russes sont présents et tout le monde crie au scandale. Alors qu'à l'époque, ni en Occident, ni dans la région, personne n'a parlé de présence dérangeante. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, la simple présence des Russes aux côtés des FAMA et de l'AES donne de l'urticaire à tous les médias étrangers et régionaux. Demandez-vous pourquoi. Mais c'est pas tout. On avait la force Barkhane, 5000 hommes. C'est une intervention internationale. Du moins, elle ne vient pas de la région. On avait la force Takuba qui représentait toutes les forces spéciales des armées européennes. Tout ça était présent au Mali. Et la MINUSMA, pourquoi ça ne pouvait pas marcher? On a tous vu ce qu'elle valait sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui était devenue virale à l'époque où des soldats maliens sont attaqués par des terroristes à Gao. Et la base militaire des FAMA à Gao fait face à la base militaire des soldats allemands de la MINUSMA. Pendant l'attaque, les soldats allemands observent, ne bougent pas. Ils regardent les FAMA se battre sous le feu ennemi sans intervenir. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont observé et qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas sous l'attaque ne les visait pas, donc ils ne sont pas intervenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir. Et qu'eux n'étaient pas là pour combattre le terrorisme, mais étaient là pour maintenir la paix. C'est pas tout. La MINUSMA demandait souvent à survoler des zones d'opération en cours après les opérations, et même des fois pendant les opérations. Elle demandait aussi à être sécurisée par l'armée malienne, ce qui n'est pas possible, on n'a pas le temps pour eux. Et son passe-temps favori, c'était de produire des rapports dont les sources étaient des appels téléphoniques avec des interlocuteurs inconnus, des témoignages avec des versements d'argent. Je crois que la somme c'était 55 000 ou 65 000 francs CFA, l'équivalent de 100 € pour un témoignage. Et sans aucun déplacement sur le terrain. Donc la MINUSMA était devenue un problème pour le Malien et pour l'armée malienne, pas une solution. Et d'ailleurs, c'est le peuple malien qui a demandé bien avant
bien avant le départ de la force Barkhane, le départ de la MINUSMA. C'est les autorités actuelles qui ont pris leur temps pour les faire partir. Ça, c'est pour la partie internationale. Maintenant, il nous a aussi parlé de réconciliation et des accords. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali n'a pas refusé de faire des accords avec ces groupes. Depuis 1991, le Mali a signé pas moins de 6 accords majeurs avec ces groupes armés terroristes. On a eu l'accord de Tamaracet en 1991. On a eu le pacte national en 1992. On a eu la flamme de la paix en 1996. On a eu les accords d'Alger de 2006. On a eu l'accord préliminaire de Ouagadougou en 2013. On a eu l'accord de cessez-le-feu de Kidal en 2014. Et on a eu l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger en 2015. 8 accords en 30 ans avec ces groupes armés. Chaque fois, le Mali faisait de plus en plus de concessions à ces groupes. Chaque fois, des engagements non tenus de l'autre côté. À chaque fois, une reprise des hostilités par ces mêmes groupes. Alors la question à se poser de façon naturelle, qu'est-ce que le Mali n'a pas encore cédé via la négociation à ces groupes? Est-ce que ça a permis de nous sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore donné? Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on devra donner? Quel accord supplémentaire viendrait changer quelque chose que les 8 accords précédents n'ont pas changé? Et on va reprendre une citation attribuée à Einstein qui dit que la folie n'est autre chose que le fait de répéter quelque chose qui n'a pas fonctionné en pensant que ça va fonctionner cette fois-ci. La réponse est aucun. On n'a absolument rien à leur donner de plus qu'on ne leur a pas déjà donné. Et certainement pas, on ne va pas négocier avec des groupes dont les commanditaires sont des États étrangers. On ne va pas discuter avec des groupes, des organisations qui ne décident rien par elles-mêmes et qui attendront le prochain signal de leur sponsor pour reprendre les armes. Si négociation il doit y avoir, négociation il y aura avec les sponsors officiels, étatiques de ces groupes. Et c'est là qu'on va aborder quelque chose que les grands médias ont délibérément effacé de la carte. Et on va passer à la 4e partie de cette émission. C'est le silence sur le dialogue intermalien. Il existe un texte en fait, un processus, une consultation nationale qui a eu lieu. Ça s'appelle le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui a été lancé en 2024 par les autorités de la transition après la rupture de l'accord d'Alger. Plusieurs milliers de participants. Toutes les communes, toutes les régions, et plus le district de Bamako, plus les Maliens de la diaspora. Une vraie consultation nationale. Et voilà ce que le dialogue intermalien dit de façon très claire. C'est aux Maliens de définir eux-mêmes leur solution de paix. Il n'y aura plus de cadre de négociation piloté par des acteurs étrangers. C'est fini. Si tu veux te réconcilier et revenir dans la République, tu viens seul, pas accompagné d'un État. Tu viens seul, en tant que Malien. Plus d'accord signé sous pression internationale. Au problème malien, des solutions maliennes. Donc des solutions maliennes pour le peuple malien, par le peuple malien. Ce dialogue a produit des recommandations concrètes pour le renforcement de l'unité nationale, le retour des réfugiés, poursuite de la lutte contre le terrorisme, avec des réformes institutionnelles et une porte ouverte au dialogue. Celui qui veut rentrer, qu'il dépose les armes, qu'il vienne sans sponsor étranger, comme on l'a dit, et des négociations sur sa réinsertion pourront être engagées sereinement. Chaque groupe qui, à un moment ou à un autre, s'est retrouvé du côté de ces séparatistes, terroristes, et qui souhaite revenir dans le giron de l'État malien, qu'ils viennent, qu'ils déposent les armes, qu'ils viennent seuls, sans sponsor étranger. Et à partir de là, des négociations peuvent être entreprises pour leur réinsertion. Par contre, s'il a des accusations judiciaires à son encontre, des crimes ou autres, la justice fera son travail. Pour le reste, la porte elle est ouverte. C'est ça la réconciliation. La réconciliation malienne, c'est ça. Pas une réconciliation qui serait dictée par depuis Alger ou depuis Paris, non. Ça c'est fini, c'est fini. Et c'est une réconciliation qui a été pensée par les Maliens. Alors pourquoi les grands médias n'en parlent jamais? Pourquoi, dans la description de la vidéo de Madame Ramsamy Samantha, elle dit que le Mali refuse peut-être d'entendre les leçons. Alors qu'en 2024, on a organisé la plus grande consultation nationale de l'histoire récente du Mali, au travers le dialogue intermalien. Bon, pour Madame Ramsamy, en fait, comme j'ai dit, c'est la saturation informationnelle due à la guerre médiatique qui a lieu. Donc elle consomme un certain nombre d'informations,
Et quand elle fait le tri, dans ces informations, c'est ça qui ressort. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on aille attaquer ce narratif au niveau international. Il est important qu'on trouve des solutions pour aller combattre cette guerre médiatique, non pas au niveau local au Mali et dans le Sahel, mais au niveau international. Il faut qu'on trouve des solutions. Et on y réfléchit, ne vous inquiétez pas. La réponse, elle est là. Le dialogue intermalien, il contredit de façon directe le narratif de l'effondrement. Il prouve que les autorités maliennes ne gouvernent pas dans le vide, en fait. Et que le peuple malien a une voix et qu'elle compte. Et cette voix, elle a été entendue. Alors, pour éviter d'en parler, on va l'effacer dans les médias mainstream. On fait comme si ça n'existait pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler quelque part dans les grands médias le dialogue intermalien? Non. C'est ça la vérité sur la guerre d'information. Ensuite, on va conclure ici, parce que la vidéo elle commence à devenir très très longue. Alors voilà ce qu'on retient de tout ce débat. Est-ce que moi, je retiens de tout ce débat et ce dont il est important, il a été important de revenir. Déjà, ce débat, il a été respectable et respectueux. Abdessemal, c'est un journaliste algérien assez sérieux. Et c'est un journaliste, c'est surtout un opposant algérien. Et je sais que les Algériens, en entendant ça, vont aussi avoir de l'ulticaire, en me disant, ouais, non, Abdessemal, c'est un traître, machin, tout ça. C'est vous qui voyez. Drissa Mementa, c'est un frère qui défend son pays avec conviction et précision. C'est un activiste malien que j'ai déjà eu à rencontrer. Et Samantha Ramsani a réussi à créer un espace de parole nécessaire dans ce débat. Mais ce débat, au-delà du débat lui-même, il illustre quelque chose d'essentiel. C'est que même les bonnes volontés peuvent et sont contaminées par la guerre d'information à laquelle on fait face. Quand un homme sur le terrain t'explique clairement ce qui se passe, et que tu n'arrives pas à le croire, et que les arguments que tu lui mets en face sont les arguments que tu as eu, vu, écouté, entendu dans les médias, c'est pas un problème d'argument, c'est un problème de système. Un problème de système. Et ce système, comme on vous l'a expliqué, il a 4 visages. Les grands médias, on va dire plutôt revanchards, les faux correspondants qui fraternisent avec les terroristes, les apatrides qui, eux, trahissent pour récupérer leurs privilèges, et les dogmatiques incohérents qui changent de principe selon leurs intérêts. Et face à tout ce système, la solution, elle n'est pas régionale. Cette solution régionale a déjà été essayée dans la guerre dans le Sahel. On a eu la MISMA, comme je vous ai expliqué. On a eu le G5 Sahel. Tous deux ont échoué. La solution internationale ne l'est pas non plus. On a eu la MINUSMA, on a eu Serval, Barkhane, Takuba. Tous ont échoué. La solution, elle n'est pas dans un accord supplémentaire à signer sous pression étrangère. Le Mali en a signé déjà 8. Ils n'ont servi à rien. Ça n'a jamais empêché la reprise des hostilités. La vraie solution, la seule solution à l'heure actuelle, elle est déjà présente. Elle s'appelle le dialogue intermalien. Si tu te reconnais en tant que Malien, tu peux te retrouver dans ce dialogue intermalien. Cette solution, elle s'appelle les FAMA qui avancent sur le terrain. Elle s'appelle un peuple qui, à 90%, fait confiance à ses autorités. Et notre rôle ici, dans Base Décrypte, c'est de faire en sorte que cette vérité traverse les frontières. Parce que la bataille du Mali, elle ne se joue pas que dans le désert. La bataille du Sahel, elle ne se joue pas que dans le désert. Elle se joue aussi derrière les écrans. Elle se joue aussi derrière les plateaux. Elle se joue aussi dans les coupures de presse. Elle se joue aussi sur les réseaux, dans les salles de rédaction. Et cette bataille-là, on doit la mener ensemble. Dites-moi en commentaire si vous partagez cette lecture. Et surtout, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que la réalité du Sahel ne passe pas à l'international? Parce que je pense que ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond. La façon dont l'Afrique est représentée dans le monde, et ça, mais ça c'est une émission entière encore qu'il faudra refaire par rapport à ça. Parce que la façon dont l'Afrique est représentée dans le monde, c'est ça qui donne ce type de résultat, à mon avis. Mais surtout, retenez ceci. Dans cette guerre, la première défaite, c'est de laisser l'ennemi écrire l'histoire de votre peuple à votre place. Que Dieu bénisse le Sahel, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière libre et digne. A très bientôt pour une nouvelle émission de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base, sans filtre, avec et pour vous. Prenez soin de vous, partagez cette émission et surtout, restons lucides, restons unis. Car l'unité sans lucidité, c'est de la foule. Et la lucidité sans unité, c'est de l'absolitude. C'était Base Décrypte. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Base Décrypte, puissant, précis et sans compromis. Assalamu alaikum.